Europe 1, Pascal Praud et vous. Il est 16h48 et c'est le chapitre judiciaire évidemment qui nous retient depuis lundi. Nous sommes avec Sacha Straume-Kahn qui est porte-parole du ministère de la Justice. La colère après la mort de Liliana, 11 ans. Les témoignages de parents de victimes de violences sexuelles se multiplient ces derniers jours. Et puis disons-le, il y a cette phrase d'Emmanuel Macron. Je refuse aujourd'hui d'essayer de comprendre Emmanuel Macron puisque c'est un président qui à chaque fois me surprend. On ne répond pas à un drame par des cris. Je ne vois même pas l'intérêt de dire cela, même si sur le fond, ce qu'il dit n'est pas faux d'ailleurs. Mais le dire aujourd'hui, on ne répond pas à un drame par des cris, la précipitation et la démagogie sont des réponses qui ne sont pas à la hauteur. Tout cela est sans doute juste de dire ça précisément. La démagogie, c'est jamais à la hauteur. Mais ce n'est pas la réaction que j'attends d'un président de la République. C'est scandaleux. Oui, non, c'est pas ce qui s'est passé en plus. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Tous les gens qui ont fait des réactions ont fait des réactions sur le fond, sur la justice. Mais là, il n'a rien compris. Il n'a rien, une fois de plus, il n'a pas compris. Enfin, il dit que c'est pas à la hauteur, c'est sa politique depuis 9 ans qui n'est pas à la hauteur surtout. Et quand il parle de cri, il parle de quel cri ? Il parle du cri de la maman de Rosa. Il parle du cri de l'avocat de la maman de Rosa, dont la petite fille a été violée à plusieurs reprises à l'âge de 10 ans et sur laquelle on a laissé des séquelles graves, qui a été constatée par des médecins, constaté par des psychiatres. C'est le cri de la mère de Rosa dont il parle de quel cri ? C'est incroyable. Ce président de la République n'a jamais réussi à se transposer à la place d'une mère de famille ou d'un père qui perd son enfant. La veuve du gendarme Comines, elle a expliqué à plusieurs reprises qu'elle a croisé Emmanuel Macron. Il lui a à peine adressé un regard. Il n'avait pour elle que du mépris parce que sa présence devait le gêner. Mais non, je pense pas que ce soit du mépris, c'est qu'il n'a pas d'empathie. Il n'a pas de. Oui, visiblement, il n'arrive pas à se transposer. Alors, on peut se poser la question, il n'arrive pas à se transposer quand un enfant meurt. Il n'arrive pas à faire comme si c'était le sien. Et à se dire, ça pourrait être mon enfant. C'est intéressant, effectivement. Je ne pense pas que ce soit du mépris, parce qu'un mépris, c'est un sentiment. Je ne suis même pas sûr qu'il ait ce sentiment. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous, Pascal. Ça n'est pas d'indifférence. Et je rejoins tout à fait ce que vient de dire Gauthier. Sur le plan de la sémantique, c'est en effet complètement déconnecté de la réalité. La démagogie de laquelle il parle. De quelle démagogie s'agit-il ? La mère de Rosa est venue témoigner devant la France entière en expliquant les défaillances, en poussant son cri. La fameuse œuvre d'Edouard Munch, finalement, qui est devenue plus que symbolique, organique. Son cri contre la défaillance du système entre les enquêteurs et la justice. Au bras de son avocat. D'accord. Elle explique même que pendant 1 an, elle culpabilisait vis-à-vis de sa fille, puisque dans l'attente d'une réponse d'ailleurs complètement lunaire des services d'enquête, qui lui ont répondu que plus elle les appelait, plus ça les incitait à porter plainte contre elle. Donc déjà, elle vient courageusement expliquer sa culpabilité grandissante de voir sa petite fille violée, sans aucune réponse de la part des services d'enquête. Elle le dit avec tout son courage. Premièrement. Ensuite, il parle de cris. Mais de quel cri parle-t-il, Emmanuel Macron ? De tous ces gens qui, inopinément, sont venus devant la chancellerie, le ministère de la Justice, aux quatre coins de la France pour dire leur ras-le-bol d'une justice qui n'entend pas les violences faites aux enfants. C'est ça les cris dont parle Emmanuel Macron ? Mais pardon, mais c'est un crachat. C'est plus que... C'est émétique, c'est vomitif en fait, sa réaction. Ça, c'est pour la première des choses. La deuxième des choses, quand vous parlez d'indifférence, je ne suis pas d'accord. Quand Naël est décédé, il s'est précipité devant les caméras de la France entière pour dire que cette mort était inqualifiable et inexcusable. Et consécutivement à Naël, pardon Pascal, il y a eu des émeutes pendant plus de 10 jours qui ont enflammé la France, qui ont fait payer aux contribuables 1,4 milliard de dégâts. Alors ces cris-là, les Français, ils doivent fermer leur bouche, hein. Quand ils subissent, excusez-moi, toute la délinquance post-décès de Naël, là, le Français, il n'a pas le droit de pousser son cri. Il doit juste encaisser et de payer les réparations de ses racailles. Mais par contre, la racaille, elle a le droit de crier, elle a le droit de casser, elle a le droit de piller, elle a le droit de caillasser les pompiers, elle a le droit de caillasser la police. Ça, les cris des racailles, alors là, ils peuvent se pousser, il n'y a aucun problème. Mais les cris des Français qui souffrent, ceux-là, il faut les étouffer, c'est inadmissible. Sacha Straume-Kahn est avec nous, porte-parole du ministère de la Justice. On va écouter Sébastien Lecornu, Premier ministre, lors d'une prise de parole tout à l'heure au Sénat. Les premières remontées, non pas de la mission d'enquête, mais de la hiérarchie, gendarmerie, la chaîne évidemment des parquets, laissent à démontrer des dysfonctionnements qui n'ont rien à voir avec un problème de moyens, ça sera à confirmer. Ce qui ne veut pas dire, Madame la Présidente, qu'il n'y a pas un sujet de moyens pour l'institution judiciaire.
on commence à bien connaître le sujet. Évidemment, le mot dysfonctionnement, il permet de masquer une réalité. Le parquet de Toulouse a mis 3 mois pour transmettre un dossier au parquet d'Auch, alors qu'une plainte avait été déposée en août 2025 par une femme qui s'appelle Audrey, qui est la mère d'un enfant, Rosa, qui a été violée 11 fois. 11 fois. Avec des séquelles pour cette jeune fille, et puis surtout avec un médecin qui a constaté des lésions vaginales et anales. 11 fois. Donc cette dame a déposé plainte, et cette dame qu'on a entendue partout, qui s'appelle Audrey, je le répète, appelait chaque lundi la gendarmerie du Gers, et qui l'a envoyé balader, qui a même menacé de porter plainte pour harcèlement. Je sais, je l'ai dit hier quand j'ai reçu le ministre, c'est tellement incompréhensible. En fait, c'est ce qu'il y a de plus incompréhensible dans ce dossier. Ah mais je n'arrive même pas à comprendre comment c'est possible. Je vous le dis comme je le pense, je pense que c'est incompréhensible par vos auditeurs. Je vois bien que c'est incompréhensible par la majorité d'entre nous. Ça fait 4 jours que je multiplie les plateaux, que ce soit à la radio ou à la télé, et donc je me confronte aux gens. J'ai même fait, on va dire, des formats où directement je répondais aux questions de nos concitoyens, et effectivement, c'est une incompréhension. Et je vous le dis en tant que magistrat aussi, même en tant que magistrat, je n'arrive pas à comprendre cette situation. Parce que vous êtes porte-parole, et comment on devient porte-parole d'ailleurs du ministère de la Justice? Vous êtes un magistrat? Moi, je suis magistrat, et puis du coup, ça fait maintenant quelques mois que je porte la parole de l'institution judiciaire. Donc vous êtes passé par l'école de la magistrature. Tout à fait. Donc vous connaissez bien ce monde des magistrats, et vous connaissez bien ce que je disais tout à l'heure, l'orientation politique. Je ne sais pas si vous partagez. Pour le coup, moi, je commenterai pas. Mais personne ne commande jamais. C'est ça qui est dommage. En fait. On ne peut jamais dire la vérité. Vous êtes porte-parole. C'est pas une question de vérité. Mais pourquoi pas? Est-ce qu'il y a une orientation politique chez les magistrats? C'est une question que je pense sincèrement que si vous pensez que les magistrats, de façon générale, c'est-à-dire ce corps de 9000 personnes, est orienté politiquement, je pense sincèrement que vous vous trompez. D'accord, donc vous répondez. Mais quand il y a 35% de magistrats qui votent pour le syndicat de la magistrature, mais comme vous quand c'est la CGT... Laissez-moi finir. Comme vous le dites vous-même, vous parlez déjà plus que de 35% de ces 9000 magistrats. Ah oui, c'est pas beaucoup, 35%. C'est plus que le Front National aux élections... Je vous dis pas c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, c'est juste que la nuance que je mettais, c'est que de fait, probablement que dans ces 9000 magistrats, vous avez des gens qui votent à droite, des gens qui votent à gauche, des gens qui ne votent pas. Voilà, c'est tout ce que je vous dis. Oui, mais en fait, toutes ces questions-là, on n'a pas d'éléments statistiques. Quand je vous parlais de la sociologie des journalistes, moi je connais les journalistes depuis 40 ans. À 80%, il y en a pas. Je peux vous dire, par exemple, qu'il n'y en a pas un qui vote au Rassemblement National. Il n'y en a pas. Peut-être, moi, pour le coup... Donc, et je n'ai pas de statistiques et je ne peux pas vous le prouver. Mais ça n'existe pas. Cette tendance chez les journalistes n'existe pas. Et à 80%, ils sont sans doute de sensibilité de gauche. Avant, c'était une gauche démocratique. Maintenant, ils sont mélenchonistes. Donc je lis la presse régionale, j'entends France Inter, j'entends tous ces gens-là, donc je peux avoir, je peux généraliser, c'est ça que je veux dire. Oui, j'entends, mais moi je n'ai pas de preuves de ce que j'apporte, de preuves en tout cas d'éléments. C'est pas pour éluder votre... Mais elle est importante cette question. Bien sûr, c'est pas parce du tout pour l'éluder. Tout. Mais moi, ce qui m'interroge plus, au-delà de cette question de savoir de la politisation, c'est ce que je vous disais, c'est que manifestement, il y a une rupture de confiance entre les magistrats et donc entre l'institution judiciaire et les gens. Et que c'est ce que je répète un peu à l'envi ces derniers jours, là où ça me semble important de le dire, c'est que, vous voyez, moi, la seule légitimité que j'avais à rendre des décisions de justice, c'est parce que vous me déléguez ce pouvoir. À partir du moment où vous n'avez plus confiance en moi et que vous ne voulez plus me déléguer ce pouvoir, en vérité, je n'ai plus la légitimité de le faire. 16h57, on marque une pause. Vous restez encore quelques minutes avec nous, Maître Garbarini, parce que j'entends aussi beaucoup d'avocats dire c'est insupportable. J'ai une magistrate, par exemple, qui ne me dit pas bonjour. J'ai une avocate qui me disait ça il y a quelques jours. Je rentre dans son bureau, j'ai dit bonjour, elle répond pas. Volontairement, c'est-à-dire elle met un rapport comment ? C'est un tropisme. Oui, elle met un rapport de ce type pour dire voilà, c'est moi qui décide de tout, une manière de parler, une manière d'échanger. Ça j'expliquerai le débat. Mais vous ne l'expliquerez pas parce qu'il est 16h57 et on est en retard. À tout de suite.